Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours sur la physique nucléaire en programme de première S. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de commencer cette vidéo par une publicité. La publicité pour une crème de la marque Thoradia, inventée par l'illustre inconnu Dr Alfred Curie. Alors cette crème avait des propriétés radioactives et embellissantes. Et bien sûr, ce genre de produit n'existe plus actuellement, je vous rassure, mais ces produits cosmétiques se sont développés peu de temps après la découverte d'un phénomène physique, la radioactivité. Mais malheureusement, bien avant qu'on découvre les effets secondaires négatifs de ces produits radioactifs, les effets dangereux comme les effets cancérigènes, les brûlures, etc. Alors, en même temps, ça coûtait tellement cher d'extraire des produits radioactifs qu'on peut supposer que ces produits cosmétiques contenaient très très peu de substances radioactives. Alors, qu'est-ce que la radioactivité ? Comment ça se passe? On parlera aussi de transformation nucléaire, de quoi il s'agit, comment on peut interpréter de tels phénomènes, et est-ce qu'il y a aussi des lois pour traduire ces phénomènes? Eh bien, je vous propose de répondre notamment à ces quelques questions au travers de 4 vidéos, en ayant bien en tête qu'il ne s'agit pas de faire de la physique nucléaire de haut niveau, mais uniquement de poser les bases, j'ai envie de dire, une sorte d'introduction à la physique nucléaire. Dans la première vidéo, on va s'intéresser un petit peu à poser le décor, à voir un petit peu les coulisses de l'histoire des transformations nucléaires. Ensuite, on va s'intéresser à proprement parler aux transformations nucléaires, que sont notamment la désintégration radioactive, la fission et la fusion. Et enfin, dans une dernière vidéo, on s'intéressera à l'énergie libérée au cours de transformations nucléaires. Alors commençons par poser le décor, et on va retrouver une notation qui nous est familière puisqu'on l'a déjà rencontrée dans le chapitre de la cohésion de la matière, c'est le symbole d'un noyau, que je vous rappelle ici, que je vous remets ici pour mémoire dans l'encadré. Et tout de suite, intéressons-nous à 2 exemples, le noyau de carbone. Donc si on voit cette notation, cela signifie que dans le noyau de carbone étudié ici, il y a 12 nucléons, dont 6 protons, et donc 6 neutrons. Si je prends l'exemple du noyau d'uranium, ce noyau d'uranium en particulier contient donc 232 nucléons et donc 92 protons. Si on veut connaître le nombre de neutrons dans l'uranium, il suffit de faire 232 moins 92, le calcul n'est pas très compliqué. Alors, intéressons-nous à d'autres noyaux, par exemple du carbone, ceux-ci. Ce sont les mêmes noyaux, puisqu'ils sont caractérisés par leur numéro atomique Z égale 6, donc ça correspond au noyau carbone, mais ils diffèrent par leur nombre de nucléons, autrement dit, même plus précisément ici, par leur nombre de neutrons, puisqu'ils ont le même nombre de protons. Alors c'est pas un phénomène exceptionnel, hein, c'est pas propre au carbone, ça peut être propre aussi, ça peut être le cas pour d'autres noyaux, comme par exemple l'uranium, qui lui aussi peut exister avec des nombres de nucléons différents. Eh bien, on parlera d'isotopes. Pour la première ligne, c'est les isotopes du carbone. Que veut dire isotope? Ça vient du grec isotopos, qui veut dire même lieu. Si on devait ranger les isotopes du carbone dans la classification périodique, on les mettrait dans la même case de la classification périodique, à savoir celle ayant pour numéro atomique 6. Ce qu'on appelle donc l'isotopie, ce genre de phénomène. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que puisque quand on dit Z égale 6 ou quand on dit carbone, on dit la même chose. C'est la raison pour laquelle souvent on va pas dire carbone 612, carbone 612, pardon, carbone 613, carbone 614, on dira tout simplement carbone 12, carbone 13, carbone 14, puisqu'en disant carbone, on dit aussi Z égale 6. Même raisonnement pour les isotopes de l'uranium, uranium 232, uranium 234, 238. Alors une petite définition qui nous est déjà familière pour les noyaux isotopiques. Ils ont le même numéro atomique, mais pas le même nombre de nucléons, c'est-à-dire pas le même nombre de neutrons. Ça c'est pour le décor qu'on va continuer à faire évoluer par la suite, mais avant, il est impératif de faire une parenthèse historique, ce que j'appelle les coulisses. On va citer quelques personnages clés de l'histoire des transformations nucléaires. Le premier acteur important, bien sûr, c'est Becquerel. Becquerel, en 1896, découvre par hasard que l'uranium émet un rayonnement inconnu. Il va appeler ces rayons des rayons uraniques. Très rapidement, toute la communauté scientifique s'intéresse à ce phénomène, et en particulier un couple, Marie et Pierre Curie, qui découvrent qu'il existe d'autres substances qui vont appeler
polonium et radium, qui émettent aussi de tels rayonnements. Et ils vont parler, d'ailleurs, c'est à eux qu'on doit le mot radioactivité. C'est ainsi qu'en 1903, Becquerel, Pierre et Marie Curie vont obtenir le prix Nobel de physique pour la découverte et l'étude de ce qu'on va appeler la radioactivité dite naturelle. Donc c'est en 1898 que Pierre et Marie Curie mettent en évidence des rayonnements similaires issus de ce qu'ils ont appelé donc le polonium et le radium. Un peu plus tard, en 1902, on retrouve un physicien, quand je dis acteur, un physicien qu'on a déjà rencontré dans le chapitre de la cohésion de la matière, c'est bien sûr Rutherford. Donc le Britannique met en évidence que cette radioactivité, on la doit soit à des émissions de particules chargées, qui seront appelées particules alpha ou bêta, ou alors on doit la radioactivité à l'émission de rayonnements très énergétiques qu'on va appeler des rayons gamma. Un peu plus tard, deux personnes célèbres, puisqu'elles sont liées à Pierre et Marie Curie, c'est bien sûr Irène Joliot-Curie, la fille de Pierre et Marie Curie, et son mari, Frédéric Joliot-Curie, qui découvrent ce qu'on va appeler la radioactivité artificielle, puisqu'ils vont irradiant le noyau de bore et le noyau d'aluminium avec des particules alpha. Ils mettent en évidence qu'il est possible de transformer des noyaux stables en noyaux radioactifs. Alors, bien sûr, il existe d'autres physiciens à qui on doit des avancées au travers des transformations nucléaires. Là, je vous ai cité les principaux physiciens scientifiques, puisqu'il y a aussi des physiciennes. Alors, on va parler de transformation nucléaire. Alors, tout de suite, il faut bien que ce soit clair. Jusqu'à présent, on parlait de transformation chimique, c'est-à-dire que c'était les électrons qui étaient finalement dans l'atome qui étaient responsables des transformations. Ici, ça ne se passe pas à l'échelle de l'atome, ça va se passer au sein de l'atome, dans son cœur, donc c'est-à-dire dans le noyau. On parlera donc de transformation nucléaire, il en existe 3 types, la désintégration radioactive, la fission et la fusion. Les transformations chimiques, rappelez-vous, devaient respecter des règles de conservation, la conservation du nombre d'atomes de chaque élément et la conservation de la charge électrique. Eh bien, les transformations nucléaires vont répondre aussi à des lois de conservation, celle du nombre de nucléons, celle du nombre de masses et la règle de conservation de la charge électrique. Alors, je vais prendre 3 exemples. Rassurez-vous, on va revenir sur ces règles de conservation d'exemples dans les vidéos qui vont suivre. Là, il faut juste retenir les 3 types de transformation nucléaire qui existent et qui sont associés à des lois de conservation qu'on va donc revoir par la suite. Un exemple. Le polonium se transforme en plomb, le noyau de polonium se transforme en noyau de plomb et d'hélium. Si je regarde le nombre de protons qui avait initialement présent dans le réactif, 84. Si je regarde le nombre de protons présents dans les deux produits, 82 plus 2, 84 aussi, conservation de la charge électrique, conservation du nombre de protons, c'est synonyme. Nombre de nucléons, 210. Nombre de nucléons ici, 206 plus 4, 210 aussi. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Autre exemple, la fission. Regardez la notation qui est un petit peu originale, puisque c'est un neutron qui va venir percuter l'uranium 235 pour donner 2 autres noyaux, et puis 3 neutrons. À noter, je fais une parenthèse, mais on va y revenir dessus dans les autres vidéos, je ne peux pas écrire, je ne peux pas simplifier et mettre, en tout cas à ce niveau-là, on ne peut pas tout de suite mettre uranium 235 donne 2 noyaux plus 2 neutrons. Parce que si j'écris ça, je cache le caractère de la fission ici. Bon, on va y revenir par la suite. Si on regarde de plus près, je compte le nombre de masses, le nombre de nucléons, 3 fois 1, plus 93, plus 143, ça fait 236, comme 235 plus 1. Si je fais la somme des charges électriques, autrement dit le nombre de protons, je vais trouver 92, comme 92 plus 0. Vous pouvez appliquer les lois de conservation au travers de l'exemple de la fusion, où vous verrez là encore, les règles de la conservation sont vérifiées. Alors, par la suite, on s'intéressera donc en particulier à ces différentes transformations nucléaires. Donc dans la prochaine vidéo, on fera un focus sur ce qu'on appelle la désintégration radioactive. Je vous dis donc à bientôt.